Goedenavond, dames en heren. Mesdames et messieurs, bonsoir. Een kleine, maar krachtige groep hier nog nagebleven bij de film. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. J'espère que vous avez eu du plaisir à voir, à découvrir, redécouvrir ce très beau film, cette belle comédie. Merci d'être ici avec nous, Joachim Lafosse, et pour entrer en dialogue avec nous, le public et moi. Je dois dire, Joachim Lafosse, il est notre cinéaste belge le plus prolifique. Écriture et mise en scène de 10 films en 20 ans de carrière, 20 ans de carrière de cinéma. Folie privée 2004, Ça rend heureux 2006, Nue propriété 2006, Élève libre 2008, À perdre la raison 2012, Les Chevaliers blancs 2015, L'économie du couple 2016, Continuer 2018, et je continue, Les Intranquilles 2021, et finalement Un silence que vous allez découvrir au mois de janvier. 10 films. Je connais pas de cinéaste belge qui fait ce rythme à la Fassbinder, je dois dire. Fassbinder, c'était beaucoup plus ça. Ça, c'est vrai. C'était parfois 2, 3 par an, je crois. Oui. Non, mais c'est pas une histoire. C'est pas un... Moi, quand j'étais jeune, je voulais être un champion de tennis et tout ça. Et c'est pas un concours de sport. Non, mais c'est surtout le désir de cinéma. C'est que je trouve que tourner et écrire des films, ça rend heureux. Absolument. Et ça me rend heureux, et donc je tourne. Ça en voit bien. C'est parfois aussi difficile. Hein. Ça rend pas que heureux, mais c'est mon désir. Donc je fais tout pour y arriver. Absolument. Commençons par ce deuxième film. Et surtout, c'est un désir. Alors, c'est aussi parce que c'est ça qui est chouette de parler de ça avec toi à partir de ce film-là, c'est que c'est un désir collectif. Oui. Le cinéma, c'est un art collectif, et c'est un désir partagé. C'est-à-dire que oui, on fait ensemble, et on doit apprendre à faire ensemble. Moi, j'ai appris énormément et ça n'est pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai appris à écouter les autres. Encore maintenant, je m'énerve trop souvent, mais j'ai appris à ne pas trop m'énerver. Tout ça, c'est avec le cinéma, oui, entre autres. C'est en tournant, en écrivant, en tournant, que toi, tu as appris aussi à mieux communiquer. Oui. C'est ce que tes premiers acteurs, hein, comme Catherine Sallet et Chris Cuppens, que vous voyez aussi dans le film Ça rend heureux, ont dit aussi dans le documentaire qui a été... le portrait qui a été fait par ton ancien professeur, Luc Jabon, de l'IAD. Oui. Que c'était au début que tu avais des problèmes à communiquer vraiment ce que tu voulais avoir, mais que en faisant 3 films en 3 années, Folie privée, Ça rend heureux, et tout juste après Nue propriété. C'est quelque chose d'étonnant de être. Alors, j'ai jamais écrit seul. Déjà, il y a une rencontre avec quelqu'un d'autre pour écrire. Parce que je trouve pas ça très amusant d'écrire tout seul. Et qu'à 2, on peut commencer à jouer. Il y en a un qui joue une scène, l'autre qui joue l'autre scène. Et puis, alors, je dirais même, moi, je travaille même pas. C'est pas moi qui écris, c'est ma scénariste ou ma co-scénariste. Mais surtout, on s'enregistre, on joue, on réécrit. Et donc là, il y a déjà une rencontre. Et puis après, une fois qu'il y a cette rencontre, il peut y avoir d'autres scénaristes. Et puis après, il y a la rencontre avec ce truc incroyable avec les acteurs qui, tout d'un coup, jouent pas forcément ce qu'on a écrit comme on l'avait imaginé. Et j'ai souvent dit la même chose, mais là aussi, c'est une leçon de vie, c'est-à-dire que si vous cherchez à être amoureux et que vous vous dites « et je veux être amoureux », qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, peu importe, mais d'un homme ou d'une femme blond ou blonde, d'1,85 m et qui fait 65 kilos,
il y a peu de chances que vous trouviez la personne avec des yeux bleus, mais un peu verts aussi. Il y a peu de chances que vous trouviez que la rencontre ait lieu. Oui. Parce que c'est votre fantasme que vous cherchez, en fait. Mais, et donc, quelque chose qui probablement n'existe pas. Mais si vous laissez venir la surprise, et que vous avez cette curiosité de la surprise, et donc, par exemple, quand on écrit une scène, et que tout d'un coup, un acteur la prend en charge, évidemment, cet acteur ne ressemble peut-être pas à ce que vous aviez imaginé, mais quand tout d'un coup, il joue ce que vous avez écrit, moi, c'est la chose qui me surprend le plus au monde. Chaque fois, je suis ébahi de pouvoir regarder et qu'on me laisse regarder. On me dit, en gros, les acteurs me disent, t'as le droit d'être là, t'as le droit de nous dire ce que tu penses de ce qu'on fait, t'as le droit de nous dire si on doit aller plus vite ou moins vite, t'as le droit de nous dire que c'est pas drôle ou que c'est drôle. Mais en même temps, c'est une responsabilité immense parce que finalement, peut-être que le seul travail, d'abord et avant tout, c'est de les protéger. Et ça, je crois que je les protège. Là où j'ai fait beaucoup d'erreurs, et encore aujourd'hui, et peut-être ce qui est la chose, et à ceux qui veulent un jour faire du cinéma, il y a beaucoup d'acteurs à qui j'ai dit oui, et en fait, avec lesquels j'ai changé d'avis la veille d'un tournage, ou quelques semaines avant, ou tout d'un coup avec qui j'ai fait des essais, je me suis rendu compte que j'avais fait erreur. Donc ce moment pour arriver à la décision finale de la distribution et du choix du partenaire acteur pour faire le film, c'est un moment... moi, je me sens extrêmement maladroit. J'ai fait 1000 erreurs. Et du coup, aussi, parce que les acteurs, à ce moment-là, en fait, ils sont très fébriles. C'est-à-dire qu'un acteur, c'est quelqu'un qui espère qu'on lui donne un rôle. C'est quelqu'un qui attend le désir de l'autre. Et moi, je suis là avec mon pouvoir de cinéaste et mon désir de cinéaste. Et je peux, par mon choix, faire ou défaire, ou je peux faire exister cet acteur ou ne pas le faire exister. Et ce moment-là, vraiment, il est hyper délicat. Et moi, et ça, c'est un des trucs, c'est peut-être une des choses avec lesquelles j'ai eu le plus de mal dans toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que je vais arriver à modifier ce truc, mais j'ai... Parfois, il faut presque que je me trompe pour trouver la justesse. Sauf que on parle d'être, de gens. Voilà, ça, c'est une des dimensions que je trouve difficile. Mais par contre, une fois que le choix est fait, qu'il y a une conviction chez l'acteur et chez moi qu'on va y aller et que c'est juste, là, la collaboration est... Là, j'aurais tendance à dire, en tout cas, moi, c'est une des choses qui me rend le plus heureux. Et c'est un des plus beaux... Là, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais ça, et je ne m'en lasse pas, puisqu'après, je me retrouve au montage, et pendant des mois, je revois les scènes et les plans de ces scènes qu'on répétait, qu'on refait, les acteurs, et jamais je m'en lasse. Et même à les re-regarder, j'aurais bien regardé le film avec vous, je suis sûr que j'aurais adoré revoir Catherine, qu'elle m'aurait fait rire, et Chris, même chose. Ouais. Parce qu'avec ces deux acteurs, tu as plusieurs, beaucoup travaillé, ouais. Hein, et ils ont collaboré au scénario aussi. Les 3 premiers. Déjà, Chris Coppens avec Tribute, en travail de fin d'études. C'est avec lui d'ailleurs que je crois que lui, il m'a vraiment initié à cette collaboration. Très intense avec les acteurs, et collaboration. Alors j'avais quand même été assistant à la mise en scène de Frédéric Dussène, qui est un metteur en scène de théâtre, avant ça. Donc j'avais vu les acteurs travailler sur la scène du plateau de théâtre et chercher, répéter, ce qui est quelque chose de fascinant. Mais je me suis rendu compte très vite, avant d'aller faire l'école de cinéma, qu'en fait, au théâtre, ce que je préférais, c'était les répétitions. Une fois que le spectacle était en place, qu'il fallait de soir en soir leur faire, ça ne m'intéressait plus. J'avais envie de rentrer chez moi. Mais les répètes, ça, je trouvais ça fascinant. Ouais. Alors, aussi, l'écriture, mais aussi le tournage est très important. Il y a peut-être encore une chose qui est aussi compliquée, c'est qu'il n'y a rien à faire à un moment pour arriver à faire plusieurs films et à vivre de ce métier. Il y a aussi des stratégies à adopter. C'est-à-dire qu'à un moment, pour avoir un succès, il faut un acteur connu. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai commencé
forcément pas avec des acteurs connus, avec des amis loyaux qui m'ont permis d'exister, qui ont accepté de travailler pour moi parfois gratuitement. Et puis en fait, finalement, quand ça a commencé à aller, d'une certaine manière, je les ai lâchés. Parce que j'ai travaillé avec Isabelle Huppert. Alors j'ai encore fait un ou l'autre film avec Chris. Mais les choses se mettaient plus difficilement. Je suis rentré dans une logique avec des producteurs qui s'inquiétaient des chiffres, du résultat, du financement. Ce qui n'est par exemple pas du tout le cas ici. Et donc là où on avait été généreux avec moi, j'ai pas toujours été hyper loyal. Mais pour tenir, et c'est ce qui fait que... Alors, sur la longueur, il y a parfois des fois où je reviens à des acteurs avec qui j'ai travaillé au départ, etc. Mais ça fait partie aussi des difficultés de ce métier. Ouais. Mais retournons au film Ça rend heureux, parce que déjà, bon, on voit, c'est un de tes films, on doit dire une seule comédie, hein, mais un hommage drôle, je dirais drôle, personnel, émouvant du cinéma, et un métier qui me paraît vraiment, et un monde qui sont essentiels pour toi, un peu ton Nuit américaine, ton Otto e Mezzo, Stardust Memory, mais avec beaucoup moins de moyens, avec un peu d'expérience. Déjà, le deuxième film, déjà l'hommage au cinéma. Mais à tout ce que je venais de comprendre, en fait. Oui. Je venais de me rendre compte d'un truc parce que des copains, des amis avaient accepté de faire Folie privée, le film avant, gratuitement. Oui. Que Chris m'avait accompagné pour... Mais en fait, tu avais déjà le scénario pour le troisième film avec Isabelle Huppert et les frères. Il était déjà écrit. Yannick, hein, il était déjà là. Ouais. Mais tu as mis le scénario, le dossier auprès de la commission, toujours refusé. Oui. Et tu ne pouvais pas attendre. Il fallait tourner, il fallait écrire et tourner. Oui. Alors c'est vrai qu'avec 10 000 €, tu as réalisé Folie privée et puis Ça rend heureux. 10 000 €, c'est vraiment peu. C'est très peu. Et c'est génial parce que du coup, la même année, sort d'abord Nue propriété et puis ce film-ci. En fait. Oui. Et est-ce que c'est dû au fait que Folie privée était présentée à Locarno, hein, qui est quand même un grand festival européen, d'autres festivals encore. Est-ce que c'était dû à la critique et au succès de festival que tu as reçu enfin les subventions pour le troisième film? Oui, je crois. En fait, Folie privée va aussi en compétition à Locarno et pourtant, quand je dépose Nue propriété, on continue à me dire il faut encore faire un film, il n'y a pas assez d'expérience, etc. Et puis je retourne en compétition à Locarno avec Ça rend heureux. Non, mais ce qui a surtout fait que tout d'un coup que j'ai pu avoir des financements de la communauté française, c'est Isabelle Huppert. Ça joue. Et de l'argent français. Oui, aussi. Voilà. Ouais. Ça, c'est un peu des réalités pragmatiques de réalisateurs, mais il faut penser à tout ça quand on pense à un projet, quoi. Mais au début, pour les étudiants qui veulent faire du cinéma et démarrer dans le cinéma, je pense que ça, c'est justement ce à quoi il ne faut pas réfléchir et penser. Il faut faire le film qu'on a envie de faire. Mais par contre, si on veut faire des films, commencer par vouloir faire un film. C'est un peu un lieu commun, ce que je veux dire, mais avec des cascades, des hélicoptères et des courses en voiture, ça risque d'être problématique. Donc il vaut mieux écrire et penser quelque chose qui est jouable et qui est fabricable avec ses copains et avec pas trop de moyens. Ouais. Et peu importe l'âge. C'est pas une histoire de... Moi, j'aime bien les propos dans le film Ça rend heureux de Fabrizio, qui est en fait ton alter ego, interprété par Fabrizio. Fabrizio, il m'énervait beaucoup pendant le tournage. Mais c'est ça. Vraiment, et quand il dit il n'y a pas de film facile, ni de film difficile, il y a juste de bons et de mauvais films. Où il n'y a que des films justes. Voilà, des films justes. Ça, je ne changerai pas une virgule. Oui. Et je pense qu'il y a ce film fait beaucoup de preuves de dérision, d'autodérision, je dis aussi. C'est très belge aussi, avec le mélange. Mais on en parlait à table. Oui. En fait, il y a une chose aussi, que ce film, il se tourne en 2004 ou 2005. Et en fait, c'était une époque où, à Bruxelles,
il y avait vraiment il y avait le début d'une volonté chez un tas d'artistes d'une rencontre entre francophones et néerlandophones. Il y avait ce qui s'appelait comment à table, on en parlait tout à l'heure. C'est un peu le bal moderne. Le bal moderne. Oui. Donc, et d'ailleurs, Thomas, le directeur de la Cinémathèque, était l'organisateur et le créateur de ces bals modernes, de ces danses de réunion, dansons belges, ça. Enfin voilà. Et en fait, sur la mélodie, voilà, le texte de Ik hou van nu, je t'aime, tu sais. Ouais. Et il y avait dans le centre-ville, Oberskoberg, chez Martine, dans la rue Antoine Dansart. En tout cas, moi, je viens d'une malheureusement, on choisit pas l'endroit d'où on vient, mais je viens d'une famille de francophones qui ont vécu un problème avec la Flandre et qui quand ils sont en France, vivent en France, trouvent qu'il y a encore trop de flamands proches d'eux. Et donc, je découvrais là, à Bruxelles, quelque chose qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on m'avait raconté, à ce qu'on m'avait dit. Et c'était une liberté et une joie incroyable. Et d'où ma rencontre avec Chris, ça m'a toujours pas permis de parler néerlandais. Mais je comprends un peu, mais... En je hebt ook Vlaamse roots. Mon fils est parfait bilingue maintenant. Ouais. Donc, ma grande fierté. Voilà. À partir de ce premier film de fin d'études, Tribu, puis Folie privée, on fait un peu Saran-Reux à part, mais puis Nue propriété aussi. Il y a 3 fois ce même thème, la famille qui implose, la famille qui explose, la violence qui s'en sort. C'est un thème très personnel. Je parle, disons que tu fais surtout des films personnels, autofictionnels, disons, et on voit ce même thème créé dans 3 variations différentes, mais chacune, je trouve, très captivante. La famille comme lieu de conflit, mise en scène, comme tu dis, très simplement, qu'avec des acteurs toujours autour d'une table, une simple table, autour d'un repas, en décor réel, naturel, caméra très proche des personnages. Et voilà, tu en as parlé beaucoup dans des interviews, je sais, de la famille brisée qui vient de ton propre vécu, mais fictionnalisé aussi, bien sûr. Mais je crois aussi que c'est heureusement, c'est pas le seul lieu, mais c'est un des lieux qui est le lieu soit de l'apprentissage de la démocratie ou de la dictature. Et que donc c'est un endroit intéressant, enfin c'est un espace. Après, c'est pas réfléchi, hein, c'est pas. Mais c'est aussi très pragmatiquement. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pu tourner autant de films, c'est que en écrivant des films de famille dans des maisons, c'est des films pas chers à produire. C'est-à-dire qui ont un coût de fabrication limité. Et alors, évidemment, les gens appréciant petit à petit ce que je faisais, et les films se sont financés, et donc aussi pour les producteurs, des films pas chers en coût de fabrication, mais bien financés, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Mais ça, je trouve une très belle... Mais c'est ma chance. Quand tu es venu au Ritz, par exemple, à l'école des cinémas, aussi à Anvers, et que tu as dit aux étudiants, il ne faut pas attendre les subventions, il faut commencer avec ce que tu as, très simple, dans un décor. Mais je crois tout court que dans la vie, quand on a vraiment un désir et qu'on a envie de créer quelque chose, il n'y a pas à attendre. Il ne peut pas y avoir de plan B, en fait. Je ne comprenais pas cette phrase avant, mais un artiste, quelqu'un qui se découvre un désir, une passion, une énorme passion, et qui veut créer, à un moment, il n'y a plus que ça. Il ne peut pas y avoir d'autres solutions. Et alors, quand on sent ça, c'est qu'on a quelque chose à faire. Et là, on le voit aussi et on le sent, je trouve aussi dans Saran-Reux, les autres films, que tu aimes tes acteurs, que tu es un grand metteur en scène d'acteurs, comme Cassavetes, comme Elia Kazan, pour moi, 2 des grands. Et ça relie au fait que tu dois faire,
tu fais des films sur la famille brisée ou la famille implosée, mais il te faut une famille de fiction, une famille avec ces de acteurs, cinéma. Ces acteurs, c'est fou. Je vais vous donner un exemple. Les Intranquilles et Leila Bekti. La psychanalyse m'a beaucoup aidé aussi pour le cinéma. C'est un outil aussi de création de cinéma, je trouve. Mais Leila Bekti, elle a joué un personnage qui est très inspiré par ma maman. Mais elle n'a pas joué comme ma maman. Ouais. Et Leila Bekti n'est pas ma maman. Mais pourtant, j'ai rejoué avec Leila Bekti quelque chose qui est très proche de ce que j'ai pu vivre avec ma maman. Et donc, j'ai une affection pour Leila. J'ai mis 6 mois à me remettre de la fin du tournage. J'ai toutes les séances pendant 6 mois. Je me suis demandé pourquoi Leila n'était plus là. Et quand le film suivant que j'avais écrit pour elle, elle m'a dit voilà qu'elle tenait pas à le faire. Ça a été une tristesse que j'ai dû prendre du temps pour accepter et trouver et puis trouver mon chemin et m'éloigner de cette tristesse. Et voilà, maintenant j'ai trouvé. Et je vais tourner avec Eya Aïdara. Et ça va être magnifique aussi. Mais je me suis laissé le temps de sentir cette tristesse. Mais je vous raconte ça parce que voilà ce qui se joue avec les acteurs. Mais je ne les fais pas, je ne les emprisonne pas, je leur demande pas d'être mes parents, mes amoureux. Non, comme il y a une espèce de règle absolue, avec les acteurs, ça doit toujours être platonique. Je trouve que comme un psychanalyste, il y a une règle, parmi les règles de base de la psychanalyse, c'est ne pas avoir d'histoire avec son patient ou ses patientes. Eh ben, je pense que c'est la même chose avec les acteurs. C'est une manière, leur promettre cette limite, c'est une manière de leur garantir une protection. Et c'est la première. On ne parle jamais de ça, mais je pense que les cinéastes n'ont pas à avoir d'histoire avec leurs acteurs. Parlons, quand tu parles de limite... Et je dis ça, parce que j'ai eu, évidemment, à 20 ans, j'ai eu une histoire avec Catherine Salé. Mais c'était pas une... Il y a d'autres histoires à vivre avec les acteurs que celle-là. Et elles sont très belles aussi. Il y a des films à faire, il y a des... Parce que là, tu as réalisé un film aussi sur l'aspect des limites, aller au-delà des limites. Élève libre. Je pense que tu t'es expliqué aussi récemment dans les journaux que finalement, ce que tu avais vécu toi-même comme adolescent, tu en as fait un film avec Jonas, ce personnage, où la transmission à la sexualité par un professeur de 30 ans devient une transgression, qu'il va au-delà et qu'il n'y a plus de plaisir à avoir. L'histoire d'adulte qui ne s'empêche pas. Oui, la perversion qui s'installe là. Oui. Mais qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus de nouveau, une chose assez... en fait, c'est plus facile de parler de ce sujet-là et la dimension, je ne sais pas tellement le terme, mais autofictionnelle de certains films ou personnel de certains films. J'aime mieux en parler à partir d'un silence, en fait. C'est plus facile pour moi parce que il y a aussi quelque chose que j'observe. Voilà, c'est que les temps changent et l'époque d'aujourd'hui est magnifique et elle est portée par des jeunes hommes et des jeunes femmes et des adolescents absolument magnifiques qui, un peu comme je le faisais, qui ont envie aussi d'interroger cette nécessité de mettre des limites et de dire que, au fond, de mettre des limites, de ne pas laisser tout faire, c'est aussi une manière de vivre paisiblement, ensemble. Et que sans ces limites, il n'y a pas de... Ces limites, elles nous permettent tous d'être ensemble, de créer ensemble, de collaborer ensemble, de vivre ensemble, mais paisiblement. Et évidemment, pas dans le rapport de force et la violence. Parce que là, on voit toujours, même s'il y a de la violence, il y a toujours un personnage ou quelqu'un qui veut quand même pacifier. Il y a cette... Parfois, dans les films... Parfois, il n'y a personne pour pacifier. Il y a quand même beaucoup de films où il n'y a personne qui trouve la clé. Alors que dans la vie, j'espère qu'il y a quand même beaucoup
d'exemples qui nous montrent qu'on finit toujours... Il y a une possibilité de trouver la clé et la solution, ou de s'échapper d'une difficulté ou d'une problématique, de ne pas être fixé dans je sais pas, dans un trauma ou dans un... Mais quand tu as parlé tu viens de parler de la psychanalyse et le cinéma, il faut dire que quand moi j'ai vu Les Intranquis 3 ou 4 fois, c'est un film qui m'a beaucoup consolé, qui m'a aidé à mieux vivre, à être un peu plus heureux aussi. Et un film très personnel, comme tu as dit dans plusieurs interviews. Et là, tu dis, c'est grâce à une thérapie psychanalytique en profondeur, très longtemps, que tu as pu faire ce film. Ce n'est pas le cinéma ou l'art comme thérapie, mais la thérapie qui est nécessitée avant de pouvoir faire un film comme Les Intranquis. C'est une grande question. Enfin, c'est vraiment, oui. Il y a quand même des moments, mais c'est pas le plus souhaitable. Enfin, c'est quand même pas mal d'aller parler de ce qui nous habite et de réfléchir à ce qu'on a envie d'écrire, voire de réfléchir à ce qu'on va faire jouer par des acteurs, voire de ce qu'on va demander à des techniciens de faire. C'est pas mal d'aller en parler d'abord avec quelqu'un dans cet espace protégé qu'est la séance de thérapie ou et la séance de psychanalyse. Cet espace-là, quand même, nous permet d'éviter certaines violences, certaines erreurs. Moi, je l'ai vécu comme ça et je m'en suis saisi. Et je crois que j'ai eu la chance de rencontrer, au tout début de ma carrière, un thérapeute qui a peut-être aussi, m'a aussi fait comprendre que la fiction pouvait aussi devenir un espace de... Mais il n'empêche que la fiction, elle est aussi créée, partagée, elle se fait dans une collaboration avec des êtres, avec des gens de chair et de sang qui ne sont pas des objets. Et ça, au début de ma carrière, j'essaye d'évoluer, même peu importe, même plus âgé, mais au début de ma carrière, c'était pas aussi simple. Je me trouvais plus maladroit. Au plus j'avance avec le temps, au moins je trouve, un cinéaste ne peut pas être quelqu'un de tout puissant. C'est plutôt quelqu'un ce que je trouve magnifique, c'est quand c'est quelqu'un qui arrive à créer autour de lui la possibilité de dire ses doutes et de poser des questions et de répondre à ces questions justement collectivement. C'est déjà le cas, en fait, on le sent quand il discute de son scénario à la table, même si on sent bien qu'il est à deux doigts de mesurer qu'il pourrait, au fond, faire du mal. Parce qu'il joue, il écrit la vie des autres, mais il finit quand même par les écouter, quoi. Et ça, la création collective dans cette dimension de l'altérité, c'est-à-dire pas tout seul, juste dans son idée, dans sa volonté, ou dans son fantasme, je trouve ça encore plus beau que cette espèce d'image du cinéaste. Par exemple, on parle d'Almodovar, il semblerait que ce soit quelqu'un qui sait, plan par plan, exactement ce qu'il veut faire, la couleur qu'il veut utiliser, le rythme du plan, etc. Et non, moi, c'est pas comme ça. Il y a plein de choses, je sais pas. Et ce qui est magnifique, c'est de chercher ensemble. Ouais. Et de montrer aussi, en tant que réalisateur, ta fragilité, oui, le non-savoir. Ouais, ouais. En même temps, attention, ce qui serait pervers, c'est de faire croire à mes collaborateurs que ça peut être eux qui décident. Oui. Parce que ça, c'est les mettre dans une fonction qui n'est pas la leur. Et ça peut fabriquer un truc tout à fait violent. Non, c'est moi qui dois décider, c'est ma responsabilité, c'est moi qui signe le film, et si le film est mauvais, il faut que ce soit moi qu'on critique. Et s'il est bon, il faut me donner des fleurs. C'est sûr. Mais tu as gagné le prix du meilleur réalisateur à Rome, il y a 2 mois. Non, quand tu as dit aussi, je me sens plus à l'aise quand je peux parler des films qui sont
disons, un peu moins personnels, un peu plus à distance. Par exemple, Après Lève libre, tu tournes à perdre la raison. Film inspiré d'une histoire vraie, belge, une mère qui a tué ses 5 enfants à Nivelles. Tu as pris cette histoire pour en faire une fiction. Et cette horreur a été, bien sûr, beaucoup médiatisée. Ton projet de film aussi a suscité de l'attention, aussi de la provocation médiatique. Et cette histoire me paraît un peu loin de ton monde. Mais y a-t-il des liens quand même? Là, il y a une chose, c'est que il y a une chose magnifique que mon papa et ma maman, mes parents m'ont dit depuis que je suis tout petit, c'est tu peux raconter ce que tu veux, mais à condition de toujours dire que c'est ta subjectivité, que c'est pas forcément la vérité. C'est ton point de vue sur les choses, mais ça n'est pas forcément la vérité. Et évidemment, comme j'ai grandi avec cette parole, pour moi, être ému par un fait divers et puis m'en emparer et en écrire un film, ben, je suis un peu la logique de mes parents, cette parole. Non, je ne dis pas la vérité sur ce fait divers, sur l'affaire Lermite. Je ne sais pas ce que c'est la vérité de l'affaire Lermite, mais je m'autorise à partager ou échanger avec le public sur la manière dont ça peut me toucher, me bouleverser, et où ça peut me révolter, et sur la façon dont je peux avoir envie de me faire l'avocat de cette femme qui, selon moi, ne doit pas être jugée aux assises, et qui doit surtout être soignée, et qui aurait dû être bien mieux protégée et accompagnée et soutenue. Et au fond, avec un silence, maintenant, il se repasse. Enfin, c'est le même mouvement. Il s'est passé la même chose. J'entends parler de ce grand adolescent qui a grandi dans un contexte familial et dans un mensonge énorme, et avec un père qui n'était pas un père parce que, qui selon moi n'est pas un père parce qu'il ne s'empêche pas et il ne protège pas, il ne garantit pas une loi universelle que tout homme ou que toute femme doit défendre, tout en ayant les attributs de l'homme, défenseur de la veuve et l'orphelin, et d'un homme médiatique qui va, grand avocat, qui va défendre les victimes d'un grand pédophile. Là, moi, quand j'entends cette histoire, je me dis, oui, je pense que c'est cette adolescence, ce jeune adulte ayant été enfant dans ce contexte, puis adolescent, ça peut rendre dingue. Et j'ai d'abord envie d'écrire ça, de me faire son avocat d'une certaine manière. Mais pas, je ne devrais pas dire faire son avocat, mais en tout cas d'essayer de faire comprendre comment on peut en arriver à perdre la tête comme ça. Et puis il y a la maman. Enfin, mais avec cette femme, Geneviève Lermite, où toi tu fictionnalises, mais moi, comme spectateur, j'ai ressenti vraiment que tu voulais aller à la recherche de l'humain, du cœur de cette femme, un cœur clos, un esprit clos, déprimé, fragilisé complètement. C'est une recherche que tu fais. Quand on voit qu'est-ce qui est derrière le monstre? Mais si tu vois, pour moi, déjà, il n'y a pas de monstre. Oui. Mais monstre médiatique ou médiatisé, disons. Mais il y a des actes monstrueux éventuellement, mais il n'y a pas de monstre. Mais quand tu vois, enfin, la psychose du père dans Les Intranquilles, sa détresse, elle est très proche au fond de la psychose de Muriel dans À perdre la raison. C'est des climats et des états qu'enfant j'ai observés. Et donc il n'y a pas tellement de hasard. Je me suis mis à écrire là-dessus. Et il n'y a pas du tout ce qui t'a été reproché, par exemple, le voyeurisme ou la fascination. C'est ça que je voulais te dire un truc là-dessus. C'est que sens pas. Il y a quelqu'un, il y a 2 jours, parce que je suis en train de faire la promotion pour la sortie d'un silence, qui m'a dit, une journaliste en France qui m'a dit, mais vos films, enfin,
sont souvent très pudiques. C'est quelque chose que j'avais jamais entendu. J'étais un peu embêté. Je me disais, mais est-ce qu'ils sont pudiques? Moi, je disais éventuellement sobre ou classique. Et puis tout d'un coup, j'ai compris. Je me dis, mais parce que je l'ai pris dans l'autre sens. Je me suis dit, mais quand on rencontre quelqu'un d'impudique, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un d'impudique, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça vous gêne de l'entendre, et la façon dont il vous le dit, vous ne pouvez pas le recevoir. Et en fait, à chaque film que j'ai fait, mon souhait, c'était que le public, que chaque spectateur ou spectatrice, dans sa singularité, puisse accueillir la gravité de ce que je pouvais mettre en scène ou de ce que je pouvais raconter dans À perdre la raison ou dans Un silence ou Les Chevaliers Blancs. Mais ça nécessite cette pudeur, elle nécessite quelques règles qui sont presque des règles éthiques. C'est par exemple refuser de filmer la violence, enfin de la mettre en scène. Oui, je la mets en scène, mais par le hors-champ. Avec le hors-champ. Par le hors-champ. Oui. Jamais je ne filmerai une once de sang, quoi. Souvent, je raconte cette histoire, mais pour À perdre la raison, on avait un plan. Et j'avais demandé, il y avait de quoi faire du sang. Et j'ai vu arriver le seau et j'ai dit, mais on arrête, enfin, c'est hors de question. Ouais. C'est ça mais le plan qui est là dans le film, des enfants qui regardent la télé et qui partent les uns après les autres, était là. Je savais que je voulais le faire. Mais quand même, on se dit, tiens, mais au fond, peut-être, est-ce qu'on ne doit pas un peu voir qu'elle a du sang sur les mains? Mais pourquoi? Pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Non. Et aussi là, dans À perdre la raison, le choix de musique aussi, pour la musique comme force consolatrice. Alors, certainement. Et cinéma, puis musique classique, mais aussi Femme, je vous aime, de Julien Clerc, très éclectique. Mais la musique, c'est au début des premiers films, il n'y en a pas. Il y en a un peu dans Sarah Heureux. Voilà. Mais Folie privée, Nue propriété, il n'y en a pas. Il y a un morceau à la fin. Mais c'est surtout, la musique, chose toute simple, pour moi, c'est l'art qui mène le spectateur et le public plus directement à l'inconscient. Mais là, il y a une différence du début, et quand tu compares au film comme À perdre la raison, l'approche pudique, tu l'as appris, je pense, parce que la violence est quand même assez explicite dans les premiers films. Oui, Folie privée, mais c'est vrai, absolument. Absolument. Le cri à la fin de Folie privée, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose que je ferais encore aujourd'hui. Ouais. Mais c'était très théâtral. Oui. Je venais du théâtre. Avant d'être cinéphile, j'ai surtout été un énorme théâtreux. J'allais 4 ou 5 fois par semaine au théâtre. Vers 18-19 ans, j'ai compris un truc, c'est que on pouvait aller aux avant-premières des spectacles gratuitement parce qu'il y a toujours une générale. Et donc, j'allais à toutes les générales. Et pourquoi je vous dis ça? Et donc, j'avais la question tragique, les grands classiques antiques, il y a cette possibilité de m'aider à Andromaque, ou je sais pas, il y a voilà, c'est tragique, ça peut être... ça peut crier sur scène, quoi. Je crois qu'il y avait, quand on voit Folie privée, il y a quelque chose comme ça d'un peu théâtral. Oui. Mais sont surtout des acteurs. Chris est un acteur de théâtre. Aussi, oui. Donc, qui n'ont pas peur non plus de... Non. Mais il fallait un peu s'éloigner de ça, parce que justement, il y a une telle intimité avec le cinéma, c'est-à-dire qu'avec du son et une caméra, vous pouvez avoir une proximité avec les personnages qui est même une proximité qu'on ne connaît pas dans l'existence. Dans la vie, on ne regarde pas les gens comme on les regarde au cinéma. C'est aussi... Alors ça, c'est quelque chose que je voulais... par rapport aux acteurs et à la direction d'acteurs, je me suis rendu compte il y a peu de temps que peut-être que je me retrouve dans cette position de travailler avec des acteurs parce que, au fond, les acteurs, en se laissant regarder, en collaborant avec moi, ils me disent une chose toute simple, c'est tu as le droit d'être là. Et pendant longtemps, peut-être j'ai pas toujours pensé que j'avais le droit d'être là.
Mais eux, ils me disent, t'as le droit d'être là. Et moi aussi, en fait. Et donc, ça se passe bien. Ouais. Et il faut toujours un public pour un film. Ouais. Voilà. Mais on va poser... Oui, vous pouvez poser des questions. Oui. Ouais. Peut-être une dernière question, peut-être avant une ou deux questions, Freddy, des spectateurs, mais la Cinémathèque montre tous les films, les 10 films, à découvrir, à redécouvrir, ça vaut vraiment la peine. Mais il y a aussi la carte blanche, Joachim, Oui. 10 films complètement dédiés au cinéma iranien. Et si on parle de l'urgence dans l'art et le cinéma, le courage des réalisateurs censurés, arrêtés, on doit montrer les films si poétiques iraniens inspirés d'Abbas Kiarostami, Homework 10, Le Ballon Blanc. Peut-être tu peux dire un mot sur cette carte blanche solidaire et importante. J'ai eu une chance. De nouveau, il y a des choses dans la vie, il faut saisir les hasards. Enfin, je crois que rien n'est hasardeux parce que justement, rien n'est hasardeux parce que quand il arrive quelque chose de magnifique qui correspond à ce que vous rêviez, il faut aussi s'en saisir. Quand je sortais de... Enfin, quand je commence l'école de cinéma, je viens à la Cinémathèque tous les jours. C'était pas la même salle. je dis ça en regardant la salle. La petite mais salle voilà, noire. Mais exactement. Salle, ouais. Et je découvre les films de Kiarostami. Mais aussi, il y a moins de films de Panahi à l'époque. C'est parce que Kiarostami a eu du succès qu'après on a découvert. C'était son maître en fait. Panahi était l'assistant de Kiarostami. Exactement. Et en fait, je découvre tous ces films et je suis aussi, à la même période, donc 18-19 ans, je découvre Albert Camus. Et qui va vraiment compter pour moi. Je suis en train d'essayer d'écrire un film autour de la vie d'Albert Camus. Mais ma dernière année à l'IAD, la quatrième, je suis invité dans un jury d'étudiants à Courmayeur. Et j'ai vu tous les films de Kiarostami. Et ce jury, on est jury étudiant de court-métrage, et le président du jury des longs-métrages, c'est Abbas Kiarostami. Et en fait, le premier jour du festival, c'était le festival du film noir de Courmayeur, et je ne sais pas ce qui se passe, il voit un premier film de la sélection de long-métrage, et il démissionne du jury. Il est scandalisé par le film qu'il a vu, il veut pas, donc il démissionne, et il propose au directeur du festival, en contrepartie, de donner cours tous les après-midi au jury des étudiants. Et je me retrouve avec les 7 collègues du jury qui ne connaissent pas Abbas Kiarostami. Très peu avaient vu des films de Kiarostami. Et j'ai vécu un truc pendant 5 jours où tout d'un coup, je lui ai parlé de Camus parce qu'il avait évidemment le goût de la cerise, était inspiré du Mine de Sisyphe. Et voilà, ça durait 2 heures, 2 heures et demie tous les après-midi. Mais je m'en souviendrai toute ma vie. Il est arrivé, il a dit un truc. Le cinéma, c'est la lumière. Le noir, c'est l'absence de lumière. Le festival du film noir, c'est donc le festival du non-cinéma. Et ça commençait comme ça. Il avait toujours des lunettes solaires. Toujours des lunettes solaires. Et c'était génial, mais c'était incroyable. Bon, après, j'ai continué, j'ai découvert Panahi. Orelsan, pour moi, c'est un de mes films préférés. Et puis, j'ai découvert Mac Malbaf, j'ai découvert... et tous ces auteurs... Enfin, tout ce qui a suivi, quoi. Et bon, évidemment, Cannes est pour beaucoup dans la découverte de ces cinéastes iraniens. Mais il faut continuer. Mais ils font des films dans un désir de cinéma. C'est fou d'être un si petit pays et d'avoir produit autant de chefs-d'œuvre. C'est un grand pays. C'est vraiment... Oui, grand, mais... Avec une grande... Enfin, des petits moyens, quoi. Avec des petits moyens, c'est... Voilà.
Merci Joachim. Ten on Ten. Un film, tout un film dans une bagnole, une femme taxi qui fait découvrir l'Iran juste à travers les passagers qu'elle accueille. Et on ne s'emmerde pas une seconde. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Il y a un micro, Freddy, ou pas de questions, hein, c'est pas grave si on a pas. Ou un commentaire, oui. Oui. Votre personnage de Fabrizio, au début du film, il dit... Y a pas très énervant, ce Fabrizio. Très il ressemble... Non, mais il dit à un moment du film, il n'y a pas de film facile ou difficile, il n'y a que des bons ou des mauvais films. Ouais. Vous avez repris la phrase tout à l'heure. Quand vous parliez de vos acteurs, vous disiez il faut que je les protège. Si le film est bon ou mauvais, c'est à moi de prendre sur moi la responsabilité. Qu'est-ce qui, pour vous, est un bon film et un mauvais film? J'ai un ami scénariste à qui je posais la question et qui me disait, tu sais... C'est pas les entrées qui font les bons films, parce que quand on voit certains des box-office, c'est pas top. Et c'est pas les prix, parce que les prix c'est souvent très politique, et donc c'est pas non plus la critique, parce que la critique, tu sais, ils sont un peu découplés. Et lui, il me disait, je préfère pas y penser, parce que sinon ça rend fou. Vous, qu'est-ce que vous trouvez qui est un bon ou un mauvais film? Quels sont les films qui vous rendent? Ce que je trouve que... Enfin, c'est pas... En fait, peut-être que je dirais plus aujourd'hui bon ou mauvais, mais il y a des films justes, où il n'y a pas de film. Enfin... Soit ils sont justes, soit il n'y a pas de film, pour moi. Qu'est-ce qu'un film juste? C'est un film qui a, pour moi, c'est un film qui nous touche, qui est habité par quelque chose, qui nous emporte, qui nous fait voir différemment l'existence, qui nous émeut, qui nous ramène à quelque chose qu'on avait oublié. La justesse, elle est là. Ou qui nous émeut esthétiquement. Mais c'est... c'est toute la question. C'est du domaine du ressenti, quoi, en fait. Ouais. Ouais. C'est aussi, pour moi, une chose est sûre, je sens qu'une scène est juste, pas quand intellectuellement, je me dis, tiens, c'est intelligent ou malin. Ça doit être quand je sens ou je vis quelque chose, que ça réveille quelque chose. Et c'est la réflexion après le ressenti. Oui, oui. Mais c'est par exemple, mais ça ne peut pas être que l'émotion non plus. Non. Mais c'est comme la politique. Il y a un lien qui se fait entre toi comme spectateur et le film. Mais il y a une chose toute simple, et je le répète, mais je n'arrêterai jamais de le dire. Il y a un truc magnifique avec le cinéma, c'est qu'il y a deux auteurs à un film, ou deux autrices. Il y a le cinéaste, et puis le cinéaste donne son film à un spectateur ou une spectatrice qui, dans sa singularité, écrit un autre film avec lui, ou avec elle. Et ça, ce truc-là, mais c'est à cultiver, c'est à soutenir, c'est pour ça que c'est magnifique de lire des romans, c'est magnifique d'aller au théâtre ou de regarder des films. Parce qu'après, c'est aussi d'échanger, enfin, c'est un lieu commun, mais d'échanger sur ce qu'on a vu. Ou pas. Voilà, sur ces mots... Vous parlez de l'importance des limites chez le psychanalyste, chez le réalisateur. Je me demandais, est-ce que dans votre film Les Eintranquis, c'est l'enfant dans cette scène magnifique autour de la table qui est psychanalyste et réalisateur à ce moment-là, est-ce qu'il impose des limites à ses parents en essayant de chercher une façon de vivre ensemble, de continuer à vivre ensemble? En tout cas, cet enfant, il n'est pas en présence d'un homme qui a un rapport aux limites simple, clair. Donc, il va
je dirais en réaction, il va devoir se poser des questions sur ce que c'est que ses limites. Il est possible que ça devienne un cinéaste, ou qu'il aille en analyse pour se demander, au fond, où est-ce qu'il faut mettre mais je sais pas s'il faut... mais c'est tout le monde, en fait. Moi, quand je disais « à nos limites » au début, les premiers films que j'ai faits, que ce soit et que je mettais cette petite phrase un peu... Bon, c'était un peu un télo, mais je disais beaucoup de films, c'est « à nos limites ». Mais je trouve, par exemple, que l'époque aujourd'hui, elle est géniale, parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est emparé de tout le monde se pose la question des limites aujourd'hui. Mais la question des limites, c'est aussi... c'est politique, c'est-à-dire c'est... Où est-ce que mon intimité commence? Où est-ce que je suis chez l'autre? Où est-ce qu'il y a du commun? Et comment on délimite ce commun? Enfin, c'est échanger sur ce qui fait, sur les limites des uns et des autres. Ça, c'est une discussion hyper fertile, en fait. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Et en attendant la deuxième comédie que tu vas faire, dans 10 ans, je ne sais pas. Non, en avril. En avril, voilà. Mais Un silence sort le 24 janvier. Non, oui, c'est ça. Oui, le 24 janvier, tout à fait. Okay. Merci Joachim d'être parmi nous. Merci à vous.